rêve de l'amélioration génétique de l'être humain, l'eugénisme, obsède les scientifiques depuis le 19e siècle. L'homme idéal doit être fort, sain et surtout pur. Pour les utopistes, c'est la base de la capacité de survie des peuples. Les êtres fragiles, les malades ou les handicapés mettent la communauté en danger, affirment les eugénistes. Cette pensée perverse continue de trouver des adeptes aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une action commune de toutes les nations civilisées en vue de l'amélioration des races, disait l'eugéniste américain Robin Gilman en 1914. Des personnes de petite taille passent un week-end dans les environs de Francfort. Malgré une atmosphère détendue, la question de la génétique humaine hante cette pièce. Car tous ceux qui sont ici auraient très bien pu devenir des victimes du diagnostic prénatal, conformément aux objectifs de l'eugénisme. Aucun de ces jeunes gens pleins de vie et d'assurance n'aurait dû naître si l'on avait appliqué les théories des eugénistes. Le droit à la vie. Personne ne peut le leur contester. Et pourtant, ils se sentent menacés. Une idée fondamentale du nazisme redevient d'actualité. Toute politique raciale repose sur la justification du patrimoine génétique. Et c'est à cela que doit également servir la recherche fondamentale en génétique humaine. La glorification du surhomme est imprégnée du désir d'immortalité. C'est pourquoi il serait urgent d'empêcher l'altération du patrimoine génétique. Les handicapés ne devraient pas se reproduire, affirment les eugénistes. Les personnes de petite taille peuvent parfaitement avoir des enfants de taille normale. Pour les personnes atteintes de ce que les scientifiques appellent l'achondroplasie, la présence de cette maladie n'est pas nécessairement démontrée sur plusieurs générations antérieures. Momentan bin ich solo, aber ich versuche das gerade, bin ich dabei, das etwas zu ändern, aber also halt umschauen und so und da bin ich auch im Tanzkurs, weil da halt sehr nette Mädchen bei sind und ich will später auf jeden Fall auch Kinder haben, mindestens eins und halt so Liebe und Partnerschaft, ich denke mal, das ist völlig normal bei mir oder bei uns so, weil Probleme gibt es überall und ich würde nicht sagen, dass die wegen der Größe bedingt sind oder so. Ist halt gucken. Okay, ich mache erstmal die kleinen, die roten und die gelben. Achtung! Hepp, hepp, hepp und jetzt in einer Hand schon. Und hopp, hopp, hopp. Le cas des personnes de petite taille montre qu'une généralisation de la théorie du patrimoine génétique est hautement discutable. Une théorie souvent pervertie en un instrument d'exclusion et de dévalorisation. On parle d'handicapés en oubliant souvent qu'il s'agit d'êtres humains. Ich glaube schon, dass wir als Behinderte für die Nichtbehinderten als Gruppe gelten oder als Rasse. Und zwar sind wir einfach anders. Und durch das Anderssein, was ihm wiederum Angst macht, muss er sich schützen. Und er zieht halt eine Mauer. Und manchmal ist die Mauer halt sichtbar in Form von Gerichtsurteilen oder in Verbote von Bauvorhaben. Und manchmal ist es, denke ich, unsichtbar, wo es um menschliche Mauern geht, dass sie einfach Angst haben, dass sie nicht reden können, aber dass sie nicht so richtig sich abwehren oder uns wegschicken, sondern uns zwar dulden, aber nicht so offen auf uns zugehen. Être handicapé, appartenir à une sorte de race. Pour les nazis, c'était une raison suffisante pour persécuter et exterminer des individus. Grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen.
Am gefährlichsten aber wird das Judentum dort, wo ihm erlaubt wird, sich in die heiligsten Dinge eines Volkes, in seine Kultur, seine Religion und Kunst hineinzumischen und darüber seine anmaßenden Urteile abzugeben. Der Schönheitsbegriff des nordischen Menschen ist dem Juden von seiner ganzen Natur aus unverständlich und wird ihm ewig unverständlich bleiben. La folie des racistes ne connaissait pas de limite. Avec les raisonnements empruntés aux eugénistes comme l'américain Prescott Hall, on attise la haine de l'étranger. Tout comme nous stoppons l'invasion des bactéries en limitant leur champ d'action et en les privant de nourriture, nous pouvons aussi contraindre les races inférieures à rester dans leur région d'origine, déclarait Prescott Hall en 1919. Souhaite-t-on seulement une société multiraciale aujourd'hui? Que pensent par exemple les gens des mariages mixtes? Ach, das kommt auf den Menschen drauf an. Also ich würde mir keine Schwarzen wegklappen in Deutschland. Also mir ist das egal. Also wenn ein Schwarzer unbedingt eine Frau sich suchen will, soll er machen. Liegt doch an der Frau, nicht an mir. Habe ich nichts dagegen. Wenn die Menschen, ist ja Mensch ist Mensch. Und wenn sie sich lieben, dann sollen sie zusammenleben und sollen auch eine Ehe führen, sollen Kinder zeugen. Das einzige Schlimme ist, dass die Kinder nachher Leidtragende sind drunter, weil ja meistens bei einer Mischehe immer das Kind dunkelhäutig wird. Und in Europa ist es natürlich gerade bei der Rassenproblematik hier nicht gerade angenehm. Davon halte? Ja. Die Frage beantworte ich nicht. Nee, das ist zu doll. La race blanche européenne n'était pas liée aux nations pour les eugénistes. Selon les nazis, les soi-disant qualités biologiques des Aryens étaient déterminantes pour la structure sociale des pays nordiques. Seule la ségrégation raciale pouvait permettre de conserver les caractéristiques naturelles d'un peuple, selon l'idéologie nazie. L'amour de la patrie et la peur de perdre ses racines amenèrent l'eugéniste allemand Erwin Bauer à affirmer que la dégénérescence de la culture et des peuples civilisés est de toute évidence de nature biologique. Les éléments inférieurs se reproduisant plus vite que les porteurs d'un patrimoine génétique supérieur, ils nous conduisent ainsi au déclin. Les films de propagande nazie présentaient toujours les images d'un monde idéal. L'argument selon lequel le comportement d'un être humain n'est dicté que par son patrimoine génétique était démontré par son mode de vie. On essayait surtout de souligner le lien étroit avec la nature. Ce qui voulait dire en clair, celui qui se conduit ainsi ne peut être que de sang pur. Le sang et le sol se trouvent ainsi étroitement réunis. Tant sous le Troisième Reich que plus tard en RDA, le sport avait une valeur politique. Les nageurs de l'équipe nationale, ici leur ancien centre d'entraînement à Berlin, étaient les symboles de force et de santé d'une certaine société. L'effondrement du régime a révélé que le sport de haut niveau poursuivait essentiellement des objectifs de propagande, afin d'assurer la reconnaissance de la RDA dans le monde. Sous le Troisième Reich, par contre, il s'agissait avant tout de démontrer la suprématie d'un peuple. Les eugénistes des années 20 s'intéressaient déjà à la question. Les nazis, parmi eux, estimaient que c'est le patrimoine biologique qui est déterminant pour définir les propriétés d'un peuple. Les eugénistes socialistes étaient d'avis que seul l'environnement social et culturel caractérise une société. Aujourd'hui, des voix s'élèvent de nouveau pour parler de perte d'identité d'un peuple. Pour des raisons juridiques, c'est avec beaucoup de prudence qu'ils expriment leurs opinions. Ich bin für die Freiheit der Liebe. Das heißt, wenn ich mich in eine Negerin verliebe, möchte ich mir gerne das Recht nehmen, die Dame auch zu heiraten. Ich würde dieses Recht auch meinem Sohn und meiner
potenziellen Tochter und allen anderen Menschen geben. Ich würde aber nicht das befürworten, was ich zurzeit in Europa und auch von einigen deutschen Politikern sehe. Das heißt eine gezielte Diskriminierung der weißen einheimischen Bevölkerung, die mit einer abstrakten Schuld belastet werden, die ihnen nicht zukommt. Welche Schuld? Ich weiß nicht, welche Schuld. Es wird immer den Deutschen gesagt, ihr müsst, weil ihr diese Geschichte habt, das und jenes machen. Das heißt, die Deutschen werden dann immer an der Stelle aus der Rechtsordnung der Gleichheit herausgenommen und ihnen wird gesagt, ihr habt nicht die gleichen Rechte wie da gegenüber. Andreas Röller a publié les ouvrages d'historiens révisionnistes qui ont fait les gros titres à propos du soi-disant mensonge d'Auschwitz. Il n'y a pas eu d'extermination systématique des Juifs, affirme-t-il. L'éditeur assure néanmoins qu'il ne partage pas cette opinion. Une race est un ensemble d'individus existant depuis des générations et caractérisé par des critères physiques et intellectuels communs. Telle est la définition donnée en 1895 par Alfred Ploetz, fondateur de l'hygiène raciale et de l'eugénisme en Allemagne. Afin de permettre à une race supérieure comme la race germanique de conserver son caractère originel, mieux vaut ne plus laisser à la nature le soin de choisir qui doit vivre et qui doit mourir. Ploetz, comme Hitler, avait en vue une Allemagne où seuls les meilleurs de chaque génération auraient eu le droit de procréer. La conséquence scandaleuse. L'intervention dans les droits et l'intégrité physique des personnes handicapées ou socialement faibles est nécessaire, car les enfants de tels individus portent en eux des caractéristiques physiques, physiologiques ou psychologiques inférieures ou dégénératives, affirme Harry Laughlin dans les années 30. C'est ainsi qu'a été justifié un programme de stérilisation aux États-Unis. Pour Doris Michel, sociopédagogue, tout type de stérilisation forcée, quelle qu'en soit la justification, viole un droit fondamental de l'homme. Also ich bin natürlich dagegen, dass wir Behinderten oder wir Kleinwüchsigen zwangssterilisiert werden oder überhaupt, dass man den Gedanken hat, man soll sich oder man will sich sterilisieren. Ich denke, wichtig ist einfach eine persönliche Entscheidung, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Aber die anderen oder die Gesellschaft hat nicht das Recht, mir vorzuschreiben, ich soll mich sterilisieren lassen oder ich soll ein Kind kriegen. Das ist meine eigene Entscheidung. Aider la nature à trouver la bonne voie est, pour les eugénistes, et aujourd'hui pour de nombreux généticiens, un signe de progrès, la possibilité de redéfinir la vie. Mais qui décide qui est apte à vivre et qui ne l'est pas? L'eugéniste américain Irving Fisher, à propos de la Première Guerre mondiale. Je ne me soucie pas de la destruction d'un nombre inconnu de vies humaines pendant la guerre. Tout le monde doit mourir tôt ou tard. Ce qui suscite mes plus grandes craintes, c'est la destruction de la qualité, la destruction d'hommes supérieurs. D'autres eugénistes imaginent le scénario suivant. Ne vaudrait-il pas mieux envoyer sur les champs de bataille les classes socialement inaptes, comme les handicapés, les débiles mentaux, les alcooliques, les orphelins, etc. Der Gedanke, der hinter der Überlegung stand bei den Eugenikern, war, dass letztlich diejenigen, die am minderwertigsten in Anführungszeichen sind, diejenigen sind, die in den Anstalten für geistig Behinderte, für Körperbehinderte sind und dass diese Behinderten eben nicht an die Front geschickt werden, sondern zu Hause bleiben und sich da letztlich fortpflanzen können und dadurch ein Ungleichgewicht entsteht, weil die Frauen letztlich darauf angewiesen sind, sich fortzupflanzen. Sie suchen sich diejenigen, die noch im eigenen Lande sind. Das sind eben die Minderwertigen und so weiter und so fort. En Allemagne comme aux États-Unis, la crainte était grande parmi les eugénistes que, du fait des pertes humaines durant la Première Guerre mondiale, les classes inaptes puissent devenir bientôt majoritaires. C'est pour cette raison que dans les années 20 furent organisés aux États-Unis des concours de familles bonnes pour la reproduction.
Une idée qui fut reprise plus tard par l'organisation nazie Lebensborn. Also man kann feststellen, dass es nach dem Ersten Weltkrieg einen immensen eugenischen Boom gegeben hat. Gerade aufgrund dieser Argumentation, dass die geistig Behinderten, die Körperbehinderten, die sozial Schwachen davon profitieren konnten, dass eben viele von den vermeintlich Hochwertigen an der Front gestorben sind, führte dazu, dass sich Eugenik professionalisiert hat. Die 20er Jahre sind eine Zeit, wo es die ersten Professuren für Eugenik gab, Zeitschriften gab, internationale Konferenzen gab. Also letztlich die Etablierung der Eugenik als politische Bewegung und als Wissenschaft sehr stark geprägt in den 20er Jahren. Und das, was auffällig ist, ist, dass in den 20er Jahren Eugenik keineswegs beschränkt war auf Rechtsextreme, oder Nationalisten, sondern dass Eugenik eine Ideologie gewesen ist, die sich durch das gesamte politische Spektrum gezogen hat. Berlin dans les années 20. Une ville gaie, insouciante, légèrement décadente. Des gens venus des quatre coins du monde lui apportent vie et culture. Une source d'irritation pour l'ascète et le puritain. Pour les fanatiques de la race, un melting pot d'où rien de bon ne peut sortir. Also die ganz frühen Eugeniker, die sich so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts etabliert haben, die verbanden eine bestimmte politische eugenische Position und eine wissenschaftliche Position zur Eugenik mit einem ganz bestimmten Lebensstil. Und der bezog sich zum Beispiel auf Alkoholismus. Alkohol wurde abgelehnt, weil es als negatives Element gewertet wurde. Die Natur wurde als etwas sehr Positives betrachtet. Also da verband sich sehr stark eine politisch-wissenschaftliche Auffassung mit einem ganz bestimmten Lebensstil. Le retour à la nature. C'est aussi la tentative de se rattacher à des valeurs qui avaient été ébranlées par le désastre de la Première Guerre mondiale. Le mot patrie peut à nouveau s'utiliser et devient synonyme d'unité ethnique. Ja, und dann haltet ihr ja drüber und dann... Mai 1998, un barbecue. Noch nicht, im Moment kommen ja nur Qualm. Oh, das macht nichts. Ces enfants grandissent dans une société où le mot eugénisme est encore à peine connu. Pourtant, de nouveau, des voix se font entendre qui mettent en question la viabilité des handicapés. Pas au nom de l'hygiène ethnique, mais soi-disant pour le bien des personnes concernées. En réalité, c'est plutôt le facteur économique qui joue un rôle décisif. Les handicapés coûtent cher aux caisses d'assurance maladie, et donc à l'État. Le programme de stérilisation des nazis a aussi été justifié, entre autres, par le facteur économique. Pour les personnes de petite taille, la preuve d'un comportement inhumain. 1936, un film de propagande, Victime du passé. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Gesunde Menschen wohnten in engen, lichtlosen Gassen und halb verfallenen Lauben. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste. Und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Quelques 200 000 handicapés mentaux et physiques ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agissait plus pour les eugénistes d'empêcher la reproduction que d'exterminer. Der größte Teil aller Anstaltsinsassen hat seine furchtbare Krankheit von seinen Eltern ererbt, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde und immer wieder Leid und Elend über die Familie brachte. Wer ist erbkrank? Erbkrank ist ein Mensch, dessen Krankheit in der Erbanlage seiner Vorfahren vorhanden war. Dabei braucht bei den Vorfahren die Krankheit nicht immer in Erscheinung getreten zu sein. Sie trugen sie unerkannt in sich. Die Erbkranken sind an ihrem harten Schicksal, das ihnen von den Eltern überkommen ist, selbst schuldlos. Sie werden daher bis an ihr Ende sorgfältigste Pflege erhalten. Kranke in Erregungszuständen lässt man ruhig austoben und sorgt nur dafür, dass Verletzungen vermieden werden. Der Kranke kann kein Unheil anrichten, denn er wird vom Pfleger ständig beobachtet, der im geeigneten Augenblick rasch zugreifen kann. Tief unter dem Tiere stehen viele Idioten, die sich oft nicht verständlich machen können.
Sie müssen meist gefüttert, oft künstlich ernährt werden. Zweimal am Tage überzeugt sich der Anstaltsarzt vom Befinden seiner Patienten. Auf 4 bis 5 Patienten kommt eine Pflegeperson und auf 200 Patienten ein Arzt. Bei dieser sorgsamen Pflege, für die nur gesunde und kräftige Menschen geeignet sind, erreichen viele Kranke ein hohes Alter. Viele Tausende kostet diese Lebensdauer an Volksvermögen. Schwere, oft widerliche Arbeit müssen gesunde Menschen leisten, damit das Leben dieser unschuldigen Opfer nach Möglichkeit erleichtert wird. Aber schuldig ist der Mensch, der sein Leid auf Kinder weitervererbt. Schuldig ist ein System, das diese Vererbung nicht zu verhindern sucht. Sous le Troisième Reich, de nombreux scientifiques se sont fait les complices du régime. Aucun d'eux n'a osé élever la voix lorsqu'Hitler a annoncé sa volonté d'éliminer 700 à 800 000 handicapés pour parvenir à une amélioration biologique de la nation allemande. Dans le camp de concentration du Struthof en Alsace, on a réalisé des expériences médicales sur des êtres humains, soi-disant pour tester des vaccins contre le typhus ou pour éprouver la résistance de l'organisme dans des situations extrêmes. La plupart des prisonniers en mouraient. Responsable de ces expériences, la faculté de médecine de l'Université de Strasbourg, sous la direction du professeur August Hirt. Il recueillait des corps et des membres de juifs pour réaliser sur eux des expériences anthropologiques. 78 prisonniers ont été envoyés d'Auschwitz vers la France, gazés et disséqués. Tout cela pour dresser un catalogue des caractéristiques des êtres humains d'origine inférieure. Le professeur Hirt, ici avec son épouse, travaillait dans l'intérêt de l'eugénisme biologique. Son unique objectif était de prouver la supériorité de la race germanique. Hiroshima, la fin de la guerre, la fin aussi de l'eugénisme. Hiroshima war letztlich eine ganz wichtige Entscheidung bei der Etablierung der Humangenetik. Und die Situation war dann folgende, dass im Anschluss an diese Diskussion darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Atombombenabwürfe zu einer Veränderung der Genstruktur der Bevölkerung geführt haben in diesen Gebieten und dass deswegen es notwendig ist, die Humangenetik als Wissenschaft zu etablieren, um sich mit solchen Fragen auch auseinanderzusetzen. Die enge Verknüpfung letztlich der Frage von Atompolitik, Atombomben, auch Atomkraftwerken mit Humangenetik war in den 40er und 50er Jahren sehr, sehr wichtig. De nombreuses personnes ont aussi été irradiées lors des expériences nucléaires. La recherche médicale a placé ses espoirs dans la génétique humaine afin d'éliminer à l'avenir les dégâts de la radioactivité. Une pièce de théâtre. Weit draußen im Meer lebte ein Fisch. Doch kein gewöhnlicher Fisch. Nein, er war der Naturellement, les parents d'enfants nains n'auraient rien contre la génétique humaine s'ils pouvaient être sûrs qu'elle ne sera appliquée que dans un cadre thérapeutique. Mais comme l'eugénisme et la génétique humaine sont si étroitement liés, la méfiance des parents est compréhensible. Ils voudraient être sûrs que leurs enfants à venir ne seront pas atteints d'achondroplasie. Et si l'on diagnostiquait la maladie pendant la grossesse, ce serait merveilleux de pouvoir la soigner. Mais cela appartient, si tant est que ce soit possible, à un futur très lointain. Erschrocken schwamm der kleine blaue Fisch davon. Aufgeregt erzählte er seinen Freunden: Le droit à la vie ne fait pas l'ombre d'un doute. Ces enfants ont de grandes chances de pouvoir réussir dans notre société. Au contraire des gens normaux, ils ont appris à lutter. Ce qui leur manque en taille, ils doivent le compenser par la sensibilité et l'intelligence.
Le professeur Jürgen Spranger avec Heidi et ses parents. Cela fait longtemps qu'il réfléchit sur les manipulations du génome humain. Das ist Teil unserer Zivilisation. Wir können das tun und wir werden das tun. Wir werden die Menschheit nicht ändern können. Das ist ein Zug, den die Menschheit geht. Sie wird heute und in Zukunft manipulieren. Ich persönlich akzeptiere das, weil das Teil meiner Welt ist. Ich lebe in dieser Welt. Was ich nicht akzeptiere, ist die Heuchelei, dass wir so tun, als hätten wir gegenüber den Spartanern irgendwelche Fortschritte erzielt. Wir tun das Gleiche, was primitive Völker tun, indem sie unerwünschtes Leben beseitigen nach der Geburt. Wir tun das Gleiche. Und die Heuchelei bei uns, dass wir so tun, als wären wir besser, das ist das eigentlich Schlimme. Dans le lointain, un arbre. Un arbre comme il y en a des milliers. Et pourtant, il est unique. Les deux arbres voisins sont différents du premier. Cela ne choque personne. Dans la nature, il n'y a que des individualités, pas de masse. Vive la différence, vive la singularité. Das ist dann die Frage, was ist wertvoll und was ist nicht wertvoll. Ne? Dass ein behindertes Leben halt nicht wertvoll ist oder nicht genügend Wirtschaftlichkeit auch reinbringt. Dann ist auch, es ist klar, dass wir Behinderten der Gesellschaft auch ein Stück Geld kosten. Einfach, dass wir halt Hilfsmittel brauchen. Nur auf der anderen Seite stelle ich mir eine Gesellschaft ohne Behinderte, nur so der ideale klassische Mensch, wie der auch dann immer auch sein soll und aussehen soll, stelle ich mir grauenhaft vor. Ich denke, die Gesellschaft braucht Behinderte, um auch einen Teil, denke ich, an Menschlichkeit leben zu müssen oder zu können. À l'avenir, on ne choisira probablement pas ces sombres images de destruction pour faire un film sur ce sujet. En effet, on dispose aujourd'hui, grâce aux connaissances scientifiques en génétique humaine, de moyens pour cacher à l'opinion publique les effets négatifs de l'eugénisme. Des termes comme internement, stérilisation, destruction d'êtres vivants indignes de vivre seraient rayés du catalogue des horreurs des théoriciens de la race et remplacés par des mots plus présentables. Mais la perspective reste la même. Ce qui était pratiqué hier au grand jour peut aujourd'hui être réalisé sans bruit dans le secret des laboratoires et des hôpitaux. Il est donc à craindre que l'objectif de l'eugénisme, l'amélioration de l'être humain, connaisse une renaissance, et ce, avec l'aide de la génétique humaine.